Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode de couture et de modélisme. Et j'ai lancé il y a 2 ans ma marque de patron de couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la sortie de mon nouveau patron de couture qui s'appelle Adrienne. Il s'agit d'une chemise que je vais vous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. À l'instar de tous mes autres patrons, il est disponible de la taille 34 à 50 au format PDF, exclusivement sur mon site internet methodemathilde.com. C'est tout pour cette introduction, on va tout de suite commencer la vidéo et je suis désolée si ma voix est un petit peu bizarre, j'ai été malade la semaine dernière, donc j'ai quelques petits restes, je toussote, j'ai la voix enrouée / je parle du nez. J'espère que la vidéo ne sera pas désagréable à regarder pour autant, mais c'est tout, on commence avec le modèle. Parlons plus en détail du modèle Adrienne. Il s'agit d'une chemise avec un col chemise revisité. Alors je dis que c'est un col chemise revisité parce qu'il n'y a pas de pied de colle. Ensuite, on a 2 options pour les manches. Une manche longue légèrement bouffante avec un poignet boutonné, une fente indéchirable, tout ça. Ou bien une manche courte avec un ourlet élastiqué. On continue avec le buste, on a une découpe sur le buste devant d'où s'échappent quelques fronces et une découpe sur le buste dos avec quelques fronces également. La coupe de la chemise est évasée. Lors de la mise au point de ce modèle, j'ai réfléchi à une incrustation de galons de broderie. Ainsi, vous pouvez insérer un galon de broderie au col, le long de la découpe dos, en bas des poignets de manche et tout le long de la manche sur le devant. Aujourd'hui, on va coudre cette version-là ensemble, étant donné que c'est la version la plus complexe. Donc la chemise à manches longues avec incrustation de galons de broderie. Le niveau requis pour coudre ce modèle est intermédiaire lorsque l'on coud la version à manches longues avec incrustation de broderie. Si vous êtes débutant avancé, vous pouvez tout à fait vous coudre la version à manches courtes sans incrustation de broderie. C'est tout pour le modèle, mais je vais vous parler un petit peu plus en détail du déroulé de cette vidéo. Vous avez été nombreuses à me dire que vous passiez souvent les 10 premières minutes de mes vidéos tutoriels parce que tout ce qui était matériel nécessaire, coupe du tissu, entoilage, les morceaux, etc., vous le retrouviez dans le guide et que vous n'aviez pas besoin d'accompagnement vidéo pour ces parties-là. J'ai pris cela en compte. De ce fait, aujourd'hui, on va commencer directement à la couture du modèle avec l'étape numéro 1. Voilà. On va commencer par assembler le buste devant et le buste dos avec la patte d'épaule. On prend les bustes devant. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. On pique entre l'écran de début et de fin des fronces sur leur ligne de découpe, endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Puis, afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des 2 coutures, d'un côté puis de l'autre. Une fois cela fait, avec le buste devant, on répète l'opération avec le buste dos, on pique entre l'écran de début et de fin des fronces, on tire sur les fils, tout ça. 2 questions techniques. Pourquoi doit-on piquer 2 fois ? Piquer 2 fois nous permet d'obtenir des fronces plus uniformes. Et pourquoi tire-t-on sur les fils de canette plutôt que sur ceux de la bobine ? Il est plus facile de tirer sur les fils de canette que sur ceux de la bobine, puisque les fils de canette restent en dessous de la couture, alors que les fils de bobine font des allers et retours entre le dessus de la couture et le dessous de la couture. C'est pour cela que dans chacun de mes tutoriels, je vous dis qu'il faut tirer sur les fils de canette. C'est plus facile. Étant donné qu'aujourd'hui on va coudre la version de la chemise Adrienne avec incrustation de galons de broderie anglaise, on se munit de notre galon de broderie anglaise. On en coupe un morceau de la longueur de la ligne inférieure de la patte d'épaule. Personnellement, je rogne un petit peu dans sa hauteur parce que je n'ai pas trouvé en mercerie un galon de la bonne hauteur. On place le galon endroit contre endroit avec la patte d'épaule en tissu principal, le long de la ligne inférieure de cette dernière. On dirige les festons du galon vers le haut. On épingle le tout, puis on pique à 8 mm du bord. On continue avec le buste. On place les 2 parties du buste devant endroit contre endroit avec la patte d'épaule en tissu principal. On les épingle ensemble sur leur ligne de découpe en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron.
On vérifie que les fronces soient bien réparties régulièrement, puis on les coud ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de coudre les fronces sous les yeux, comme ça vous pouvez les réajuster au fur et à mesure que vous piquez. Une fois ces 2 coutures réalisées, on les aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la patte d'épaule. On va maintenant faire exactement la même chose avec le buste dos. On place le buste dos endroit contre endroit avec la patte d'épaule en tissu principal. Idem, on les épingle ensemble sur leur ligne de découpe en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. Puis on coud ces 2 parties ensemble à 1 cm du bord. Une fois cela fait, on aplatit les coutures au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la patte d'épaule et le galon de broderie vers le bas. Pour coudre le modèle Adrienne, on va avoir besoin de 2 types de biais, un biais simple préplié et un biais double préplié. Le biais simple préplié présente 2 plis, tandis que le biais double préplié présente 3 plis. Le biais simple préplié, on va l'utiliser pour l'encolure, tandis que le biais double préplié, j'ai réussi à le dire, on va l'utiliser pour réaliser les fentes indéchirables des manches longues et pour ganser potentiellement, si on en a envie, les coutures de l'emmanchure. On se munit de notre biais simple préplié et on le coupe en 2 morceaux de 10 cm. On place ces 2 morceaux endroit contre endroit avec la patte d'épaule en doublure le long des lignes de découpe devant de cette dernière. On ouvre le pli du biais côté encolure et on le laisse fermer côté épaule. Ici, la pliure ouverte du biais doit se trouver à 1 cm du bord de l'encolure. De ce fait, le biais ne se place pas tout au bord de la patte d'épaule, mais légèrement décalé vers le côté. On vérifie bien cet écart avec notre règle. On coud le tout à 1 cm du bord en piquant sur les replis. Une fois ces 2 coutures réalisées, on les aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers la patte d'épaule, puis on effectue des replis de 1 cm vers l'envers sur les portions de la patte d'épaule restées volantes. On obtient ainsi une doublure continue. Je me suis dit qu'il serait intéressant de vous montrer comment réaliser votre propre biais. Je l'avais déjà fait dans une précédente vidéo, mais je ne me souviens plus de laquelle, donc ça va être difficile de vous y rediriger. J'ai retourné un petit tutoriel qu'on va voir ensemble tout de suite. Ce que l'on commence par faire, c'est que l'on coupe un rectangle de tissu dont la longueur équivaut à 2 fois sa hauteur. Il est très important de respecter ces proportions. On y trace des diagonales à 45 degrés à partir des angles et on les espace du même nombre de centimètres à chaque fois. On replie notre rectangle de la sorte, puis on décale légèrement la pliure. Pourquoi est-ce qu'on décale légèrement la pliure ? Si on laisse le rectangle tel quel et qu'on l'assemble, on va obtenir plein de petits tubes et nous ce qu'on veut c'est une bande. En décalant légèrement la pliure, on va bien obtenir une bande. On épingle le tout, on coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. Une fois cela fait, on découpe tout simplement le long des lignes que l'on avait tracées tout à l'heure et l'on obtient ainsi notre longue bande de biais. Pour former le biais, personnellement, j'utilise ce petit outil. Si vous désirez réaliser un biais simple préplié, je vous conseille d'avoir des diagonales de 2 cm, 2,5 cm de largeur, tandis que pour un biais double préplié, je conseille plutôt 3,5, 4 cm de largeur. Voilà, c'est tout pour le biais. On va pouvoir continuer le montage de la chemise Adrienne. On continue avec l'étape numéro 2, on va s'occuper du col. Le col est composé de 2 morceaux, un dessus de col et un dessous de col. Ces derniers sont identiques en termes de tracé, mais je vais désigner ici le morceau entoilé comme le dessus de col et le morceau non entoilé comme le dessous de col. Il s'agit premièrement d'assembler le galon de broderie au dessus de col. Dans le guide explicatif illustré, je vous présente 2 méthodes.
La première est adaptée aux galons de moins de 8 mm de largeur, c'est-à-dire les galons fins, et la seconde est adaptée aux galons de 8 mm à 1,5 cm de largeur, les galons larges. Aujourd'hui, puisque mon galon fait 1,5 cm de largeur, on va voir ensemble la seconde méthode. On va commencer par couper un morceau de notre galon et pour ce faire, on se réfère à ce tableau-là. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. On pique le long de la ligne non festonnée de notre galon, endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Puis, afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. On place notre galon endroit contre endroit avec le dessus de colle le long des lignes extérieures de ce dernier, les festons du galon dirigés vers l'intérieur. Je n'avais pas mesuré mon galon et déterminé quel était son milieu avant de le froncer, je vous conseille de le faire parce que finalement pour déterminer son milieu, j'ai dû compter les petits festons, diviser par 2, tout ça. Donc ce que je vous conseille de faire avant de froncer, c'est de mettre une épingle au milieu de votre galon. Ainsi, lorsque vous placez votre galon endroit contre endroit avec le col, vous faites bien coïncider le milieu du galon et le milieu dos du col. Afin de répartir les fronces de la manière la plus esthétique qui soit, j'ai divisé le col en 3 parties et je vous explique tout. À la partie numéro 1, on ne place aucune fronce. Étant donné que les côtés du col sont droits, cela n'est pas nécessaire. Pour les angles du col, la partie numéro 2, c'est complètement différent. Afin qu'une fois rabattu vers l'extérieur, le galon de broderie se déploie suffisamment, il est nécessaire de placer la grande majorité des fronces aux angles du col. On termine avec la partie numéro 3. On suit le même raisonnement que pour la partie numéro 2. Afin qu'une fois rabattu vers l'extérieur, le galon de broderie se déploie suffisamment, il est nécessaire de placer quelques fronces le long de cette courbe. Maintenant, on va parler de comment est-ce que l'on fait disparaître le galon. Pour ne pas gêner le montage de la parmenture à même, le galon ne doit plus dépasser du col à partir de la couture d'encolure. Il est ainsi nécessaire de réaliser un pliage en angle droit pour le faire disparaître 1 cm avant la fin du col. Voilà le pliage. Petit aparté sur l'épinglage, je vous conseille d'épingler les têtes d'épingle vers l'intérieur et les pointes des épingles vers l'extérieur, en piquant pile sur la ligne de couture. Comme ça, vous pouvez rabattre vers l'extérieur le galon et vérifier avant de piquer qu'il se déploie suffisamment. Sur ces images, vous voyez qu'il y a un petit bout de galon qui dépasse de la fin de mon col. Cela n'est pas supposé être de la sorte. J'ai coupé mon galon avant d'effectuer les calculs qui ont mené à ce tableau et pour éviter d'en manquer, je l'ai coupé beaucoup plus long. De votre côté, puisque vous allez suivre à la lettre ce tableau, le galon s'arrêtera pile à la fin du col. On pique à 8 mm du bord. On continue avec la sous-étape B, on va assembler le dessus de colle et le dessous de colle. On place le dessus de colle endroit contre endroit avec le dessous de colle. On les épingle ensemble le long de leur ligne extérieure. Le galon de broderie se trouve pris en sandwich entre les deux. On les coud à 1 cm du bord. Avant de dégarnir les angles, il est préférable de vérifier qu'on n'a pas attrapé le galon dans la couture, en particulier aux angles. Donc on ressort le galon, autant que faire se peut, sachant qu'on n'a pas dégarni l'angle, on vérifie qu'il n'est pris dans aucune couture, on le remet à l'intérieur et on dégarnit les angles.
Puis on retourne le col à l'endroit et on aplatit la couture au fer à repasser. Nous en sommes maintenant à l'étape numéro 3, on va assembler le col au buste. Il s'agit maintenant d'assembler le col avec l'encolure du buste devant et de la patte d'épaule, cousant ainsi des courbes ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. On prend le buste, le long de l'encolure, d'un cran du buste devant à l'autre, on pique à 8 mm du bord. On crante le long de cette couture, puis on répète l'opération avec la doublure continue. Néanmoins, pour la doublure continue, on ne fait pas exactement la même chose. On commence à piquer après le biais d'un côté et on s'arrête avant le biais de l'autre côté. Ça, c'était les étapes de préparation. On va passer au vif du sujet. On place le dessous de col endroit contre endroit avec l'encolure. On les épingle ensemble, prenant le dessus et le dessous de col ensemble, en étirant bien le tissu du buste afin de suivre le tracé du col. C'est pour cela qu'on a piqué et cranté au préalable, ça va nous permettre de mieux étirer l'encolure du buste. Lorsque l'on épingle, on pense bien à faire se correspondre les crans suivants. Le premier cran du col correspond au cran de la patte d'épaule, c'est-à-dire la jonction morphologique entre le devant et le dos. Le second cran du col correspond à la couture de découpe devant et la fin du col correspond au cran de l'encolure devant. On met tout ce petit beau monde bien en face, puis le buste sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Je vous conseille de piquer lentement parce que l'on coud des courbes, donc c'est pas le moment de faire de petites bêtises. Une fois cela fait, on crante les courbes du col, mais on n'aplatit pas la couture au fer à repasser pour l'instant, parce qu'il nous reste encore à assembler la doublure continue. On place la doublure continue endroit contre endroit avec le buste en tissu principal. On les épingle ensemble le long de l'encolure en faisant bien se correspondre les différents repères et jonctions. Pour l'occasion, le col est rabattu vers le bas et il est pris en sandwich entre le buste en tissu principal et la doublure continue. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. On commence à piquer au début du col d'un côté et on s'arrête à la fin du col de l'autre côté. J'ai fait plein de tests en ce qui concerne la réalisation de cette couture et je suis arrivée, choupette, arrête de faire tes griffes, crapule. Et je suis arrivée à certaines conclusions. Pour la partie biais, je vous conseille de coudre le biais sous les yeux et non le tissu principal afin de piquer dans le sillon de sa pliure. Néanmoins, pour la partie patte d'épaule, il est préférable de coudre le tissu principal sous les yeux et non la doublure, afin de piquer dans le sillon de la première couture. Cette couture, celle qu'on est en train de faire maintenant, est ainsi à réaliser en 3 temps. Puis on retourne notre ouvrage à l'endroit et on aplatit ces 3 coutures au fer à repasser. Et voilà ce que l'on obtient. Nous en sommes à l'étape numéro 4, on va continuer l'assemblage du buste. On va commencer par l'assemblage de la patte d'épaule en tissu principal avec la patte d'épaule en doublure en effectuant un burrito. C'est la première fois que je vous propose un burrito lors de l'un de mes tutoriels vidéo, j'espère que vous êtes ravis. Ce que l'on commence par faire, c'est que l'on place le buste à plat, endroit, sous les yeux. Ici, nous avons les deux bustes devant, la patte d'épaule en doublure, le col et la patte d'épaule en tissu principal. On enroule le buste dos le plus serré possible. On place la patte d'épaule en doublure endroit contre endroit avec la patte d'épaule en tissu principal. On les épingle ensemble le long de leur ligne de découpe dos. Le buste dos et le col se retrouvent pris en sandwich entre les deux.
et l'envers de la patte d'épaule en tissu principal sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord dans le sillon de notre première couture. C'est pour cela qu'on prend la patte d'épaule en tissu principal sous les yeux, pour piquer dans le sillon de notre première couture. Une fois cette couture réalisée, on retourne notre ouvrage à l'endroit en faisant passer un des deux bustes devant à l'intérieur du burrito. Cette technique est vraiment merveilleuse, puis on aplatit la couture au fer à repasser. Enfin, on fixe la doublure de la patte d'épaule à la main sur les portions de ces découpes devant restées volantes. C'est parti pour la sous-étape B, la réalisation des coutures anglaises. On place les deux parties du buste devant envers contre envers avec le buste dos, et non endroit contre endroit car ce sont des coutures anglaises. On les épingle ensemble le long de leur ligne de côté. On les coud à 5 mm du bord. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture pour ne laisser que 3 mm. Et on aplatit ces dernières au fer à repasser. On retourne notre buste, plaçant cette fois-ci les 3 morceaux endroit contre endroit. On les épingle de nouveau, puis on pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser, mais normalement, si on a bien rogné dans les rentrées de couture tout à l'heure, on n'a pas de petits fils. Puis on aplatit les coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le dos. Nous voilà à l'étape numéro 5 et on va s'occuper des manches. On commence tout de suite avec la sous-étape A, l'insertion d'un galon de broderie anglaise avec des coutures anglaises. On prend les deux morceaux devant et dos de l'une des deux manches ainsi que le galon de broderie. On place le galon endroit contre endroit avec la manche partie dos le long de la ligne de découpe de cette dernière. Les faisceaux du galon sont dirigés vers le dos. On épingle puis on pique à 8 mm du bord. On prend la manche partie devant, on la place envers contre envers avec la manche partie dos, on les épingle ensemble sur leur ligne de découpe, on les coud à 5 mm du bord. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture pour ne laisser que 3 mm et on aplatit cette couture au fer à repasser. On retourne notre manche, la plaçant cette fois-ci endroit contre endroit. On épingle de nouveau, puis on pique à 5 mm du bord. Et on aplatit notre couture anglaise au fer à repasser en la rabattant vers le dos, tandis que l'on dirige le galon de broderie anglaise vers le devant. Comme ça, le galon est bien dans la continuité de la couture. Une fois cela fait avec la première manche, on répète l'opération avec la seconde. On passe à la sous-étape B, la réalisation de la fente indéchirable. On prend une des deux manches et en suivant le repère de la fente indiqué sur le patron, on coupe le tissu. On se munit de notre biais double pré-plié, celui qui a 3 plis. On l'ouvre et on le place endroit contre envers avec la fente que l'on vient de réaliser. C'est-à-dire que l'endroit du biais se trouve contre l'envers de la fente. On les épingle ensemble. Aux extrémités de la fente, on place le biais bord à bord, tandis qu'à l'angle de la fente, on fait dépasser le biais de quelques millimètres. L'endroit de la fente sous les yeux, on les coud à 5 mm du bord du biais, dans le sillon de sa pliure. Et lorsque l'on arrive à l'angle de la fente, on déplace le surplus de matière de l'avant à l'arrière du pied presseur. Ça va nous éviter de faire potentiellement des faux plis, ce sera plus propre.
on referme le biais sur l'endroit de la fente, au-dessus de la couture que l'on vient de réaliser, puis on épingle. L'endroit de la fente sous les yeux, on pique le tout au bord du biais. Je vous mets un petit dessin. Sur l'endroit de la fente, on a une piqûre tout au bord du biais, et sur l'envers de la fente, cette piqûre se retrouve un peu à l'extérieur du biais. Voilà ce que l'on obtient. Une fois cela fait, on place la fente endroit contre endroit, on épingle les deux épaisseurs de biais ensemble, puis à l'angle de la fente, on réalise une couture partant du sommet et descendant en diagonale sur quelques centimètres. Maintenant, on va orienter notre fente puisqu'elle a un sens. On place notre manche à plat, endroit sous les yeux, et on aplatit la fente au fer à repasser en rabattant la partie la plus large de la manche sur la partie la plus courte de la manche. Donc plus large sur plus court. Voilà le sens. C'est très important de le respecter, autrement on va avoir du mal avec les poignets. Une fois cela fait, on coupe plus sur plus de biais, puis on répète l'opération avec la seconde manche. On poursuit avec la sous-étape C, les coutures anglaises. On prend nos manches, on les replie sur elles-mêmes rabattant l'envers sur l'envers, on les épingle en faisant se correspondre l'écran indiqué sur le patron, on les coud à 5 mm du bord, on rogne un petit peu dans les rentrées de couture pour ne laisser que 3 mm, puis on les aplatit au fer à repasser. On retourne nos manches, les plaçant cette fois-ci endroit contre endroit. On les épingle de nouveau, puis on les pique à 5 mm du bord. On coupe les petits fils qui pourraient dépasser et on aplatit les coutures anglaises au fer à repasser en les rabattant vers le dos. Lors de la mise au point du patron, afin de donner une jolie forme à la manche, j'ai allongé la ligne du dos et raccourci celle du devant, créant ainsi un décalage de 1,5 cm entre les deux. Outre le caractère esthétique, ça permet, une fois le modèle enfilé, d'avoir plus d'aisance au niveau du coude. Les crans de la manche sont placés de façon à répartir cet embut de manière harmonieuse. Il y a 2 crans pour le dos et 2 crans pour le devant. On fait bien se correspondre ces crans. Si votre tissu est très rigide, cela peut être un petit peu plus difficile pour vous. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous détendez légèrement la ligne du devant au fer à repasser. On continue avec la sous-étape D, la réalisation des fronces. Les manches sont froncées à 2 endroits, au sommet des têtes de manche et aux jonctions avec les poignets. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Pour les têtes de manche, on pique entre les crans de début et de fin des fronces, endroit sous les yeux, une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. Pour le bas des manches, on pique d'un bout de la fente à l'autre en passant sur la couture anglaise, endroit sous les yeux, idem une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Puis, afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette de toutes ces coutures, d'un côté puis de l'autre. On continue avec la sous-étape E, on va s'occuper des poignets. Il s'agit premièrement d'assembler le galon de broderie au poignet en tissu principal et les galons de broderie doivent être 2 cm plus longs que les poignets, valeur de couture incluse. Ce que vous me voyez faire sur la vidéo, ce n'est pas bien du tout parce que je n'ai pas rajouté ces 2 cm en plus. Spoiler alerte, j'ai dû tout recommencer à la fin. Donc on coupe bien des galons de broderie 2 cm plus longs que les poignets, valeur de couture incluse. Ça nous évitera de devoir recommencer. On prend nos galons de broderie qui sont 2 cm plus longs. On les place endroit contre endroit avec les poignets le long des lignes inférieures de ces derniers, les festons des galons dirigés vers le haut. Afin qu'une fois les doublures assemblées, les galons de broderie ne soient pas contraints, on ne déborde pas sur les valeurs de couture des côtés. Il est ainsi nécessaire de réaliser des pliages en angle droit aux extrémités, un peu comme sur le col tout à l'heure. On épingle, puis on pique à 8 mm du bord.
On prend les poignets en doublure, on effectue des replis de 1 cm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser le long de leur ligne supérieure. On place les poignets en tissu principal endroit contre endroit avec leur doublure. On les épingle ensemble sur leur ligne inférieure et sur leur ligne de côté. On les coud à 1 cm du bord, puis on dégarnit les angles. Enfin, on retourne les poignets à l'endroit et on aplatit leur couture au fer à repasser. On place les manches endroit contre endroit avec les poignets en tissu principal. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les crans indiqués sur le patron, c'est-à-dire que les premiers crans des poignets correspondent à la jonction devant-dos des manches et que les seconds crans des poignets correspondent à la couture d'assemblage des manches. Ici, je vous ai mis une vue à plat parce que c'est plus facile de visualiser de la sorte, même si la manche est déjà assemblée. Mais bon, à plat, c'est quand même plus facile de se rendre compte de comment il faut agencer tout ce petit beau monde. On continue, on vérifie que les fronces soient bien répartis régulièrement, puis on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Ici, je vous conseille de piquer les fronces sous les yeux, donc l'envers des manches sous les yeux. Comme ça, vous pouvez les réajuster au fur et à mesure que vous piquez et c'est beaucoup plus joli. Une fois ces deux coutures réalisées, on les aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers les poignets. Pour rentrer toutes les valeurs de couture à l'intérieur, il faut réaliser un petit pliage que je vous montre juste ici. Voilà. Une fois cela fait, on fixe la doublure à la main sur la ligne supérieure des poignets. Nous voilà à l'étape numéro 6, on va assembler les manches avec le buste. On place les manches endroit contre endroit avec le tissu principal du buste devant et dos. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les différents crans indiqués sur le patron. Le premier cran de la manche dos correspond au cran du buste dos. Le deuxième cran de la manche dos correspond à la découpe du buste dos. Le troisième cran de la manche dos, c'est-à-dire le début des fronces, correspond au cran de la patte d'épaule. La découpe de la manche devant qui coïncide avec la fin des fronces correspond à la découpe du buste devant et le deuxième et troisième cran de la manche devant correspondent au premier et deuxième cran du buste devant. C'est tout. On épingle le tout, on vérifie que les fronces soient bien répartis régulièrement, puis on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Je vous conseille de piquer l'envers des manches sous les yeux, comme ça vous pouvez réajuster les fronces au fur et à mesure que vous piquez. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de la sorte. Une fois ces coutures réalisées, on les aplatit au fer à repasser en rabattant les rentrées vers les manches. On a deux options quant aux finitions de ces coutures. On peut soit les surjeter, soit les ganser. J'ai personnellement décidé de les ganser parce que je n'allais pas sortir ma surjeteuse pour si peu. On se munit de notre biais double pré-plié. On l'ouvre, on y glisse les rentrées des coutures tout juste réalisées, on le referme et on pique. Voilà ce que ça nous donne. On continue avec l'étape numéro 7, on va s'occuper des finitions de l'encolure. Les bustes devant ici présentent des parmentures à même. Cela veut dire que le tissu que l'on retrouve à l'intérieur du vêtement est dans la continuité lors de la coupe du tissu que l'on retrouve à l'extérieur du vêtement. Ils ne sont pas séparés, nous n'avons pas à les coudre, on a juste à réaliser un pliage. Les parmentures à même font 2 cm de largeur sans valeur de couture. Elles équivalent ainsi en largeur à la croisure des bustes devant. La croisure, c'est les parties qui se retrouvent les unes au-dessus des autres pour la boutonnière. On a terminé pour la petite aparté parmenture qui va nous permettre de mieux comprendre l'étape suivante. À l'extrémité des bustes devant, on effectue des replis de 1 cm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser. On replie les parmentures à même le long de la ligne d'encolure, les plaçant endroit contre endroit avec le reste des bustes devant. Lors de ce pliage, les extrémités des parmentures à même se retrouvent bord à bord avec le col.
on épingle ces replis et pour éviter qu'ils ne gênent, on peut également épingler le biais ainsi que la broderie anglaise en arrière. On pique sur 2 cm le long de la ligne d'encolure à 1 cm du bord. On pique sur 2 cm car c'est la largeur des parmentures elles-mêmes. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture afin de faciliter par la suite la réalisation de la première boutonnière, puis on retourne nos parmentures à même vers l'intérieur des bustes devant, les plaçant cette fois-ci envers contre envers. Depuis tout à l'heure, j'ai laissé mon biais tel quel et pour ne pas être encombré lors de l'étape suivante, je vais le raccourcir. Une fois cela fait, je vais aplatir au fer à repasser les 2 coutures que je viens de réaliser. On épingle les lignes inférieures des biais au buste devant en suivant bien la courbe de l'encolure. C'est une courbe, alors je n'y suis pas allée de main morte sur les épingles. Une fois cela fait, les biais sous les yeux, on pique à 1 mm de leur bord. On commence à piquer aux coutures de découpe et on s'arrête au début de la croisure. Le début de la croisure coïncide avec la fin du col, donc c'est là qu'on arrête de piquer. On coupe les surplus de biais 1 cm plus loin et on glisse les petits bouts restants sous les parmentures à même. N'est-ce pas merveilleux ? Nous voilà à l'avant-dernière étape de ce tutoriel vidéo, l'étape numéro 8 qui consiste à réaliser l'ourlet. Et si jamais vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ça me soutient énormément et ça me fait toujours très plaisir. Le long du bas de la chemise, on effectue un repli de 5 mm vers l'envers avec notre machine à coudre en piquant au bord du pli. On commence à piquer 4 cm après le repli de la parmenture à même d'un côté et on s'arrête 4 cm avant le repli de la parmenture à même de l'autre côté. On rogne un petit peu dans les rentrées de couture. Une fois cela fait, on replie les parmentures à même le long de la ligne d'ourlet, les plaçant endroit contre endroit avec le reste des bustes devant. On épingle ces replis, puis on pique sur 2 cm le long de la ligne d'ourlet à 1 cm du bord. Attention, ici c'est bien à 1 cm du bord. On retourne les parmentures à même à l'intérieur des bustes devant, les plaçant cette fois-ci envers contre envers. On aplatit nos coutures au fer à repasser. Lorsque vous effectuez le repli de votre parmenture à même, je vous conseille de vérifier avec votre règle qu'il est bien de 2 cm partout. Mieux vaut vérifier maintenant qu'ensuite se rendre compte qu'on a une boutonnière un petit peu en quinconce. Puis, le long du bas de la chemise, on réalise un nouveau repli de 5 mm vers l'envers et on marque également ce dernier au fer à repasser. Enfin, envers sous les yeux, on coud en une seule fois les parmentures à même et l'ourlet. On commence à piquer à l'encolure d'un côté. On descend jusqu'à l'ourlet en cousant au bord du pli de la parmenture à même. On pique le nouveau repli de l'ourlet dans le sillon de notre première couture, puis on remonte jusqu'à l'encolure de l'autre côté. Quand on pique près de l'encolure, on attrape dans notre couture le biais de finition de l'encolure, qui est sous la parmenture à même. Nous en sommes à l'étape numéro 9 de ce tutoriel vidéo. On va s'occuper des boutons et des boutonnières. Traditionnellement, lorsque l'on regarde un vêtement féminin en face, les boutons se trouvent à droite et les boutonnières se trouvent à gauche. Pour les hommes, c'est l'inverse et cela remonte à bien longtemps. Il fut un temps où pour s'habiller, les femmes de haut rang requéraient l'aide de leurs servantes. Ces dernières étant bien souvent droitières, il leur était plus facile de prendre un bouton placé à droite pour le glisser dans une boutonnière placée à gauche. Les hommes s'habillant seuls, l'inverse leur était plus aisé. Aujourd'hui, nous allons faire honneur à cette tradition. Nous allons ainsi placer toutes nos boutonnières à gauche et tous nos boutons à droite. Je prends ma chemise terminée parce que je n'ai pas fait les boutonnières avec vous. Ce que l'on fait, c'est qu'en suivant les repères indiqués sur le patron, sur la patte de boutonnage gauche de notre ouvrage, lorsqu'on le regarde en face, on coud nos 9 boutonnières. On coud la première de manière horizontale, puis toutes les autres de manière verticale. Ensuite, toujours en suivant les repères indiqués sur le patron, on coud nos 9 boutons sur la patte de boutonnage droite de notre ouvrage. Voilà ce que ça nous donne. Une fois cela fait, avec le buste, on continue avec les manches. Je vous explique tout, toujours en suivant les repères indiqués sur le patron. Sur la partie supérieure des poignets, celle qui se place au-dessus de la croisure, on coud nos 4 boutonnières de manière
horizontale. En plus de confondre ma droite et ma gauche, je confonds horizontale et verticale. L'horizon, voilà. Donc on coud nos 4 boutonnières de manière horizontale. Il y en a 2 par poignet. Et sur la partie inférieure de la croisure, que je déboutonne, on coud nos boutons. Voilà. Ouvre-toi. J'ai tendance à coudre mes boutons ultra proches du tissu. Faudrait que j'arrête de faire ça parce que c'est une galère à ouvrir. Voilà. Mes 2 chemises Adrienne sont désormais terminées. Pour la deuxième version, j'ai choisi une couleur très originale chez moi. J'ai hésité, je me suis dit, Mathilde, t'es sûre, tu vas encore coudre une pièce rose? Et après, je me suis dit, oui, je pense qu'il me manque une chemise rose, clairement. J'ai trop hâte de la porter cet été avec un petit short taille haute ou une mini-jupe, des petites sandales. Ça va faire un look tout kiki, ça va être trop mignon. Et ma deuxième version, que je ne vais pas quitter de l'hiver, je pense, portée sous un pull avec juste le col et la broderie qui dépasse. J'ai hâte de me confectionner tous ces petits looks. Mais trêve de parlotte, je vous montre les vues finales tout de suite. Et après, je reviens. Where I had sometimes played chess, and when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que le modèle Adrienne vous a plu. Un grand merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires sous mes vidéos ou des petits cœurs lorsqu'elles n'ont pas le temps. Cela participe au meilleur référencement d'une vidéo, donc ça aide ma chaîne à être découverte par de nouvelles personnes et ma marque à mieux se faire connaître. Ça me touche énormément que vous preniez le temps de le faire et j'ai toujours autant de plaisir à vous lire. Vous êtes des amours. Un grand merci également aux testeuses qui ont testé ce patron. Elles m'ont été d'une grande aide. De mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. Bye bye. Different than all the rest. Quite old-fashioned where I had some